Vous savez, parfois, un simple chiffre peut déclencher une véritable tempête médiatique mondiale. Mais que se passe-t-il quand ce chiffre, en réalité, n'est plus une illusion? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Le voilà, ce fameux chiffre, 16 990. Un nombre énorme qui a tout de suite capté l'attention du monde entier. Tout a commencé en janvier 2024. Une étude scientifique publiée dans une revue sérieuse a balancé cette affirmation explosive. Un médicament, utilisé depuis 70 ans, aurait été responsable de près de 17 000 morts. Vous imaginez le choc. La nouvelle a fait le tour du globe en quelques heures à peine. Mais voilà, quasi immédiatement, des doutes ont commencé à émerger. La question cruciale était donc posée. Est-ce que ces chiffres reflétaient une réalité tragique ou une construction totalement erronée? Allez, on plonge dans cette histoire. Il faut savoir que dès le départ, des groupes comme France Soir ou l'association Bon Sens Org se sont dit « Attendez une minute ». Ils ont soulevé de très sérieuses questions, refusant de gober ces conclusions sans un examen bien plus approfondi. Et leur persévérance a lancé une véritable contre-enquête. Bon, maintenant, attaquons-nous au cœur du problème, le modèle mathématique utilisé par les auteurs. On va voir qu'il reposait sur des fondations, disons, pour le moins fragiles. Le truc avec n'importe quelle étude, c'est que tout dépend de la qualité des données de base. Et c'est là qu'on trouve le premier et énorme problème de cette publication. Les chiffres de départ étaient tout simplement faux. Regardez ça, c'est flagrant. Rien que pour la Belgique, l'étude a calculé plus de 10 000 patients traités. Sauf que les données officielles de l'Institut de santé belge, Sciences Anno, en recensaient moins de la moitié. On parle d'une erreur de plus de 100%. Ça fausse complètement tout le point de départ du calcul. Allez, deuxième grosse faille, et là, ça concerne la méthode de calcul elle-même. Le modèle n'était pas du tout neutre. En fait, il était construit d'une manière qui orientait, forcément, vers un résultat négatif. Et là, c'est limpide. Pour estimer le danger de l'hydroxychloroquine, l'étude s'est appuyée, tenez-vous bien, à 74% sur un seul et unique essai, l'essai britannique Recovery. Ça veut dire que le résultat de toute l'étude dépendait massivement des conclusions de cette seule et unique source, qui était déjà, à l'époque, très controversée. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est le serpent qui se mord la queue. En utilisant un chiffre de risque très élevé comme hypothèse de départ, le modèle ne pouvait que conclure à une mortalité élevée. Le résultat était, en quelque sorte, prédéterminé. Il était déjà inscrit dans la conception même du modèle. Mais alors, pourquoi cet essai Recovery pose-t-il autant de problèmes? Pourquoi le fait de s'appuyer quasi exclusivement dessus était une si mauvaise idée? On va voir comment il a été mené. Eh bien, tout est une question de dosage. L'essai Recovery a administré 2400 mg le tout premier jour à des patients qui étaient déjà à l'hôpital et gravement malades. Or, comme on le voit ici, c'est une dose qui se rapproche dangereusement, mais vraiment dangereusement, du seuil potentiellement létal. Utiliser des données qui viennent d'un surdosage pour juger de l'effet d'un médicament à dose normale, c'est juste une erreur méthodologique fondamentale. Et enfin, et c'est peut-être le plus troublant dans toute cette histoire, les auteurs ont carrément ignoré une montagne de données qui contredisaient leurs conclusions. La base de données de l'OMS, des études au Brésil, à l'IHU de Marseille, tout ça suggérait un profil de sécurité, voire même un bénéfice. Et le clou du spectacle, ils ont délibérément exclu les données britanniques de leur modèle, alors même qu'ils utilisaient une étude britannique comme source principale. Pourquoi? Eh bien parce que s'ils les avaient incluses, tous leurs calculs se seraient effondrés. Face à l'accumulation de preuves aussi accablantes et à la pression constante de chercheurs indépendants, eh bien, le château de cartes a fini par s'écrouler. Passons donc à la conclusion de cette histoire, la rétractation officielle de l'étude. Mais attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, il a fallu plus de 8 mois. 8 mois de travail acharné, de lettres aux éditeurs, de démonstrations scientifiques pour que la vérité soit enfin reconnue. Cette chronologie, elle montre bien la persévérance qu'il faut parfois pour corriger une erreur dans le grand livre de la science. Et là, c'est la confirmation ultime. L'éditeur de la revue a lui-même reconnu noir sur blanc les deux failles principales qu'on vient de voir. 1. Les données n'étaient pas fiables, et 2. L'hypothèse de départ du modèle était incorrecte. C'est une validation complète des critiques qui avaient été formulées depuis le début. Alors, au-delà de cette histoire bien précise, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Parce qu'elle soulève des questions vraiment importantes sur le fonctionnement de la science et surtout sur la manière dont l'information circule aujourd'hui. Cette citation, elle vient d'une intelligence artificielle qui a analysé tous les faits et elle souligne un point crucial, le rôle d'un journalisme indépendant et rigoureux. Dans un monde où l'info est souvent relayée à toute vitesse sans la moindre vérification, la vigilance de quelques-uns a permis de rectifier une erreur majeure qui aurait pu rester à tort dans la littérature scientifique. Finalement, toute cette affaire nous laisse avec une question fondamentale.
À l'ère de la viralité, où un chiffre choc peut faire le tour du monde en un instant, notre capacité à prendre du recul, à vérifier les sources et à questionner les modèles est plus importante que jamais. C'est peut-être ça la leçon la plus durable de ces 17 000 morts qui, heureusement, n'ont jamais eu lieu.